nous attaquons la deuxième thématique de la matinée, thématique qui s'intitule « Le regard de l'histoire de l'art, une réception critique conditionnée par le médium ». Question, avec donc notre première intervenante, Camille Nagel, qui est doctorante en histoire de l'art à l'université de Poitiers et qui travaille sous la direction de Claire Barbillon et Nathan Rera. Et son sujet de doctorat s'intitule « Le dessin contemporain au musée et l'hyperdrawing ». Et sa présentation de ce matin traite de la réception du champ élargi du dessin contemporain par les institutions. Camille, c'est à vous. Merci. Alors, le dessin est un médium universel, simple, nécessitant peu de matériel. Ces 20 dernières années ont été marquées par le glissement du dessin d'une notion de support, où le dessin représentait à la fois la technique et le résultat. Ah, oui, il n'y a pas de souci. Donc il glisse vers cette notion de support, vers la notion de médium. Il marque sa présence dans les installations, les vidéos, les performances. 60 ans après les papiers gouachés de Matisse, qu'on peut voir ici, l'artiste ne dessine plus à l'aide de crayons, mais par découpe au ciseau. Et donc tous les matériaux deviennent possibles. Alors, où sont les limites de ce territoire dessiné dans le champ global de l'art? Et face au constat d'élargissement de ce champ du dessin contemporain et sa perméabilité aux autres médiums, quelle est la réaction des institutions muséales françaises en termes d'exposition et d'acquisition? Pour tenter d'apporter une réponse à ces questions, il est nécessaire de cerner ce qu'est le dessin contemporain. Les tentatives de définition des limites du dessin par son opposition à la peinture, par sa relation au papier ou par sa relation au trait, à la ligne, à la trace, ne peuvent aboutir à une conclusion satisfaisante. Au fur et à mesure des progrès technologiques, le choix des techniques et des outils par les artistes s'élargit et le territoire du dessin s'étend au point de rendre inapplicables les définitions historiques ou traditionnelles. Rapidement, je vous propose ici donc quelques exemples. Les sculptures en fil de fer de Calder. La légèreté de la ligne dessinée est reliée ici directement à la légèreté du matériau et permet à l'artiste de résumer ses personnages dans leurs formes les plus simples. Les fils de fer, imbriqués et tordus par l'artiste, semblent flotter dans l'espace et échapper à la gravité. Ici, le trait n'est pas graphique, mais ferreux. Le lanceur de poids est donc une de ces formes de dessin dans l'espace. Le fil de fer reprend toutes les caractéristiques qui pourraient être données à une esquisse, comme si Calder avait dessiné, sculpté d'un seul coup de crayon sans repentir. Le trait est sûr, il est fluide et il ne fait pas apparaître que la silhouette du personnage presque schématique. Ensuite, un autre exemple. L'œuvre de Richard Long, Une ligne faite en marchant, est une photographie prise après l'intervention de l'artiste dans l'herbe. Il a tracé, à force de faire le même trajet à pied dans un pré, ce qui est devenu une ligne dans l'herbe. Tim Ingold a écrit que les hommes dessinent en marchant, et cette ligne dans l'herbe est donc devenue une trace, un trait dans l'espace. Les machines à dessiner explorent les liens qu'un artiste peut entretenir avec la technique et le geste pour ses créations. Tinguely peut être considéré comme l'un des pionniers quand il dépose en 1959 un brevet pour une machine à dessiner et à peindre à l'Institut national de la propriété industrielle de Paris. Il déclinera cet engin en une vingtaine de versions, toutes appelées métamatiques. Avant cette date, il avait déjà bricolé des machines à dessiner. Les engins sont composés d'un moteur activant ou des roues, en fait, qui sont reliées à une tige sur laquelle le visiteur utilisateur vient monter un crayon, un stylo ou un bout de craie. En fait, l'artiste ne considérait pas ses œuvres obtenues par les machines comme des œuvres elles-mêmes, mais en fait, c'était la machine et son activation, sa performance, qui l'intéressait. Et c'est pour ça qu'on catégorise généralement plutôt ces mécanismes motorisés comme des sculptures ou des happenings. Le résultat dessiné est pensé ici comme une preuve ou un souvenir de l'action mécanique qui a eu lieu. Ce n'est pas le cas d'autres artistes, comme on peut voir ici. Hearst ou Eliasson estampillent en fait les résultats de leur machine à dessiner, leur permettant d'accéder au rang d'œuvre d'art, mais plutôt à la manière de certificats signés. Dans le long métrage Le mystère Picasso, Clouzot a mis en évidence la visibilité de l'acte de création. À l'aide de feutres spéciaux qui traversent le papier sans baver, Picasso dessinait d'un côté ce que le réalisateur a pu filmer de l'autre par transparence. Le résultat est surprenant, les spectateurs peuvent voir le dessin littéralement en train de se faire sans la présence de la main de l'artiste ni de son instrument.
De la même façon, les dessins sur iPad ou iPhone de David Hockney sont enregistrés non pas en fichiers d'images, mais en enregistrements vidéo qui peuvent être rejoués à l'infini, soit à la vitesse d'exécution de l'artiste, soit en accéléré. Intégré dans les dernières expositions d'Hockney, l'artiste peut en fait choisir plusieurs solutions. Il peut exposer des iPads et iPhones sur lesquels défilent les dessins, ou il peut choisir de les agrandir par impression contre-collée sur Dibond ou par vidéoprojection. Dans ce cas, le rapport d'échelle est modifié, de sorte que les traits qui semblent plutôt relever d'une gestuelle du bras, alors qu'ils étaient réalisés avec un doigt. Donc c'est assez curieux. À l'instar de la photographie numérique, le dessin réalisé ici à gauche avec les outils informatiques ouvre la réflexion sur l'importance de l'écran et de la reproductibilité du dessin fichier. Le travail d'Hockney s'interroge à ce sujet depuis plusieurs décennies et dès 1988, il se sert des lignes téléphoniques reliées au fax pour envoyer ses dessins. Il adapte la technique qu'il utilise par le dessin original, établissant de fait que l'œuvre qui lui importe est celle imprimée par le fax et non pas son dessin originel. Mettant de côté les différences de résultats en fonction des machines de fax, car pour lui, la machine imprime ou n'imprime pas, il explore d'abord cette nouvelle technologie en envoyant des petits dessins au format d'une page dans le monde entier. Puis il s'est affranchi de cette limite de dimension en faxant des grands dessins en tant qu'ensemble composé de plusieurs feuilles que le destinataire lui-même a assemblées. C'est le cas ici à gauche où l'œuvre est constituée d'une vingtaine de feuilles. L'ensemble des feuilles se sont étoffées, passant de 12 à bientôt 144. Il n'est donc pas surprenant que l'artiste envoyait toujours un plan détaillé d'assemblage avant l'œuvre elle-même. Il a même utilisé ce procédé pour envoyer 2 expositions complètes par fax. Enfin, il arrive à la danse d'appartenir au champ du dessin. Une chorégraphie dansée par une compagnie peut être comparée au plan créé par Sol Lewitt pour faire exécuter ses wall drawings par des assistants. La chorégraphe Trisha Brown va au-delà de cette considération puisque le dessin a toujours été un élément important dans le processus de ses créations et de ses chorégraphies et elle se sert aussi du dessin pour expliciter ses attentes à ses danseurs. Dans la performance dessinée et dansée It's a Draw, que vous voyez ici, le mouvement du corps généré par l'improvisation dansée de Trisha Brown laisse une trace graphique. Elle danse en fait sur un papier de grande dimension en ayant préalablement placé des fusains entre ses mains et ses pieds. Par la provocation du ton affirmatif du titre de l'œuvre « C'est un dessin », Brown interroge plutôt « Est-ce un dessin ?» Cette performance souligne en fait la difficulté de cerner les limites entre les médiums, ici la danse et le dessin. Vous voyez donc que le champ des possibles dessinés devient illimité et il faut donc adapter le vocabulaire autour du dessin et parler plutôt de champ dessiné, hybridé, transdisciplinaire ou hyper-dessin. Une fois le territoire actuel du dessin défini, il est utile de dresser un constat de l'état de ce médium en France. L'abondance des publications qui concernent le dessin est significative d'une considération nouvelle du dessin dans la sphère culturelle. Les revues dédiées au dessin contemporain se multiplient, tout comme les livres qui dressent un panorama dessiné. L'édition n'est pas le seul secteur à s'approprier cette nouvelle conception du dessin, puisque du côté du marché de l'art, la croissance rapide de la part du dessin dans les ventes publiques pique la curiosité des maisons de vente. D'autant plus que le dessin est un médium secondaire en termes de prix par rapport à d'autres médiums comme la peinture ou la sculpture. Les galeries cherchent à profiter de cet engouement pour ces œuvres peu chères qui lient d'une relation particulière l'artiste et le collectionneur. La dernière décennie voit la création de plusieurs salons et foires dédiés au médium dessiné, par exemple Drawing Now à Paris. Notons que ce dernier est intéressant non seulement en tant que précurseur en France pour les salons dédiés au dessin contemporain, mais aussi pour sa quête de légitimité qui lui fait tisser des liens étroits avec des institutions muséales. Pour fêter ses 10 ans, par exemple, le salon s'était associé et au musée des Arts Déco à Paris et au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Dans ce contexte qui englobe donc un réel engouement pour le dessin, les institutions font-elles évoluer leur politique d'acquisition ? En fait, la multiplication des médiums et l'expansion du champ dessiné auraient pu traduire un désintérêt pour les œuvres sur papier. Mais la réaction des institutions françaises, publiques ou privées, est tout autre. Le dessin y occupe une place de plus en plus importante depuis les années 70. Le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou est créé en 1975, le FRAC Picardie se dédie au dessin en 1985 et le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole crée son département d'art graphique en 2004.
D'abord, le FRAC, donc Fonds régional d'art contemporain de Picardie, qui a été créé en 1983 et situé à Amiens, a pour mission, comme tout Fonds régional d'art contemporain, de soutenir la création et acquérir des œuvres pour les diffuser, contribuer à l'aménagement culturel du territoire et développer des échanges internationaux. Ainsi, il est chargé d'instaurer un dialogue entre les artistes qui vivent dans sa région ou qui y ont vécu, et sa collection par le biais d'acquisition d'œuvres, dans le but de restituer à ses publics le champ le plus large possible de la création contemporaine par le prisme du territoire régional. Le FRAC Picardie se spécialise dans un champ élargi du dessin dès 1985. À l'époque, c'est le seul FRAC à formuler sitôt un choix déterminé. Yves Lecointre, le directeur du FRAC depuis sa création, explique aujourd'hui cette spécialisation par deux autres arguments. Le premier est d'ordre financier, puisqu'il considère que le dessin, c'est la collection du pauvre. Le second concerne l'inscription de son FRAC dans son territoire. Le dessin était, selon lui, la meilleure initiation à l'art contemporain dans une région qui n'y a pas souvent été sensibilisée. La mission principale d'un FRAC reste donc l'enrichissement des collections nationales. Un comité composé de plusieurs personnalités extérieures, conservateurs, critiques d'art, historiens, collectionneurs privés. Donc ce comité se réunit plusieurs fois par an après avoir réalisé un travail de terrain en visitant des ateliers d'artistes, les expositions, les autres lieux d'art contemporain, et tout ceci pour proposer des œuvres qui peuvent ajouter une cohérence à la collection déjà établie et en complétant un ensemble monographique ou thématique. Preuve de la qualité d'expertise de ces comités, toutes les œuvres proposées ces 20 dernières années ont sans exception rejoint la collection. Parmi les personnes ayant siégé au comité, on retrouve entre autres Philippe Piguet, qui est aujourd'hui directeur artistique du salon Drawing Now. On retrouve Alfred Pachman, qui est l'ancien directeur du Musée national d'art moderne, et Antoine de Galbert, collectionneur et président de la fondation de la Maison Rouge. En 1985, le bilan des toutes premières années d'acquisition du FRAC a montré comment le dessin s'était déjà imposé lui-même dans cette collection. Sur 221 œuvres, 112 étaient déjà sur papier. La spécialisation de la ligne directrice du FRAC a donc été décidée. Son domaine sera désormais celui du dessin et de la diversité de ses dimensions contemporaines, sur et hors papier, avec et sans crayon. Face à la nécessité de diversifier les propositions pour la sensibilisation des publics, le FRAC Picardie a singularisé son projet en concentrant sa problématique sur le dessin et en renouvelant son approche et sa définition. Penchant au départ pour l'idée de système graphique, il affiche aujourd'hui comme sous-titre l'expression « des mondes dessinés », marquant la volonté d'appréhender un territoire très étendu sans laisser interférer les questions de statut, de forme ou de support. La multiplicité des champs de l'expression dessinée a amené le comité à privilégier les œuvres abouties plutôt que les esquisses, à l'exception toutefois des dessins préparatoires aux installations éphémères qui s'affirment plutôt à ce moment-là comme des mémoires des projets. Émancipé de sa définition traditionnelle d'œuvre sur papier, le dessin est donc pensé ici comme une véritable entité autonome. Je cite le site internet du FRAC. Le dessin investit et interroge les qualités du trait et de la ligne dans toutes leurs dimensions spatiales et temporelles, représentatives ou expérimentales, visuelles ou matérielles. Feuille ou volume, unique ou sériel, mural ou en mouvement, noir ou lumière, geste ou performance, dessiner serait aujourd'hui inventer le dessin à l'infini. Grâce à ce choix, la notoriété du FRAC Picardie s'est peu à peu imposée en France comme à l'étranger. Y ont contribué sans doute les expositions consacrées aux artistes présents dans son fonds, tout comme les commandes d'œuvres et l'exposition aussi de plusieurs collections privées françaises et étrangères, à l'exemple la collection Florence et Daniel Guerlain exposée en 2008. Son action auprès des publics locaux est tout à fait exemplaire. Afin d'éveiller la curiosité du découvreur d'art contemporain et d'approfondir les connaissances des amateurs, le FRAC Picardie a mis en place des partenariats avec les acteurs culturels régionaux et des collectivités locales, communes et départements. En ce qui concerne les publics scolaires et universitaires, un réseau de galeries a été créé dès 1989 dans certains établissements de l'Académie d'Amiens. Ces galeries sont des espaces permanents d'expérimentation pour les scolaires et il faut également signaler le réseau Vivre Ensemble destiné au public empêché et éloigné de la culture. Le FRAC Picardie n'est donc pas un cabinet d'art graphique au sens traditionnel du terme et il occupe une place particulière au sein de son territoire.
Depuis 1992, d'autres œuvres ont fait l'objet d'une sollicitation d'un artiste en vue d'un projet spécifique pour l'institution, Annette Messager, Marc Couturier, et en 2001, Visiliki Tsekura a réalisé un dessin sur papier que vous voyez ici, qui mesure 40 mètres de long et 3 mètres de hauteur. La création de ce dessin dans les locaux du FRAC a duré 5 mois. À la vue de cette effervescence institutionnelle et des possibilités en termes d'acquisition qui rentrent dans la définition des mondes dessinés du FRAC, il est d'autant plus regrettable de constater la baisse colossale de ces budgets, rendant son action difficile. Pour exemple, le budget annuel d'acquisition est passé de 290 000 € en 2008 à peine 9 000 € en 2014, malgré une progression considérable en 11 ans et en médiation, en diffusion et en fréquentation d'expositions, puisqu'il a quintuplé son nombre de visiteurs. Ces subventions aussi ont chuté, et aujourd'hui 99% de ses dépenses sont dédiées à son budget de fonctionnement, et donc ça laisse peu de marge pour sa mission première, l'acquisition. De son côté, le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou, qui est créé en 1975, est amorcé par une exposition intitulée « Dessins du Musée national d'art moderne 1890-1945 ». À l'époque du transfert du Musée national d'art moderne du Palais de Tokyo vers le Centre Pompidou, l'heure est au bilan. Où en est la collection débutée 27 ans plus tôt? Qu'attendre de la création d'un département au musée dédié à l'art graphique? Le cabinet est conçu avec un équipement pour la conservation, une salle de consultation, une politique d'exposition dans un espace à l'entrée des collections permanentes du musée, appelée au départ salle d'art graphique, puis aujourd'hui galerie d'art graphique, et aussi une politique d'acquisition active, puisqu'à son ouverture, le cabinet compte déjà 5000 dessins, et aujourd'hui, en 2008, il dénombre 18 000 dessins avec 2000 estampes. Notons que dès sa création, ce cabinet ne se limite pas par la dénomination cabinet de dessin, mais se conçoit plutôt dans l'ouverture, cabinet d'art graphique. À ses débuts, la création contemporaine n'est pas pourtant la priorité. Il faut d'abord combler les lacunes de la collection historique de la première moitié du XXe. Aujourd'hui, il s'agit surtout de rendre compte des pratiques nouvelles, grand format, installations, dessins muraux, dessins sur photographie, et de la place spécifique du travail sur papier au sein des démarches contemporaines. En fait, le premier catalogue du cabinet d'art graphique, à l'occasion de l'ouverture du centre en 1977, concerne les acquisitions des 5 années précédentes et fait état de cette stratégie. En 1992, Marie-Laure Bernadac, qui est alors en charge du cabinet d'art graphique, crée la collection des carnets de dessin qui rassemble les catalogues d'exposition du cabinet. Même si le dessin, en fait, a su s'émanciper de la feuille de papier, il reste en fait historiquement attaché et au papier et au livre. C'est le cas dans cette institution. L'étude des bilans annuels des acquisitions du Centre Pompidou et de son cabinet d'art graphique en atteste, puisque la quasi-totalité des acquisitions du cabinet concerne des œuvres sur papier. Alors que le MoMA à New York en proposait dès 1976 une première grande exposition sur le dessin dans une conception déjà élargie, Marie-Laure Bernadac définissait 20 ans plus tard, en 1996, pour le Centre Pompidou, le dessin dans une conception réduite. Je la cite. « Cette exposition, dans sa diversité, montre tous les aspects du dessin. Esquisses, projets, lettres, archives, carnets, dessins autonomes, petits ou grands formats. » En fait, la considération du dessin dans ces deux institutions est bien différente, et il n'est donc pas étonnant que la collection du dessin du Centre Pompidou contraste forcément avec son homologue américain, le MoMA. L'exemple de la représentation dans les collections du travail de William Kentridge parle de lui-même. Le MoMA en inclut 128 œuvres, 17 dessins, 26 livres illustrés, 5 installations, 2 films, une vidéo et 77 estampes. La Tate de Londres conserve 21 œuvres de cet artiste. Le FRAC Picardie a fait l'acquisition de 2 ensembles de fusains monumentaux dans les années 2000. Il conserve aussi une vidéo en dépôt du FNAC. Et alors que le Centre Pompidou n'a qu'une seule vidéo de Kentridge, et ce grâce à un don en 2012. Même la donation Florence et Daniel Guerlain au Centre Pompidou, qui a été exposée en 2013-2014, n'a pas servi à combler cette quasi-absence surprenante. En tant que collectionneurs privés, et pour le prix du dessin de leur fondation créée en 2007, les Guerlain visitent des ateliers d'artistes et les suivent dans le temps. Alors que du point de vue du support, les Guerlain ont une approche finalement assez traditionnelle de nos jours, puisque l'hyperdrawing, pour eux, se résume au découpage et au mural. Enfin, un autre constat doit être dressé, la pâle présence du dessin dans les accrochages permanents des collections. Et lorsque le dessin y est visible, son rôle est souvent celui de l'archive.
Alfred Pachman déclarait en 2008 que leur présentation régulière et renouvelée tous les 6 mois dans le parcours même du musée permet au public d'en saisir l'extraordinaire qualité. C'est une des singularités de notre collection que de pouvoir faire dialoguer, grâce au dispositif particulier des niches et des couloirs qui irriguent étroitement celui des grandes salles, chefs-d'œuvre sur papier et autres domaines de la collection. Ici, tout est dit. Dans une collection permanente où les objets sont de tous les médiums, le dessin n'a droit de citer que dans les passages exigus où le visiteur n'a pas de recul. Cela ne pose pas de problème particulier lorsqu'il s'agit d'œuvres sur papier de dimension traditionnelle, A4 ou A3, mais un hyperdrawing exige que l'on puisse avoir une vision d'ensemble du grand format, de l'installation ou du dispositif. Cette constatation est d'autant plus surprenante que le nombre des expositions temporaires qui concernent le dessin, qui sont pour la plupart monographiques, est toujours croissant et prouve que l'excuse de la fragilité du dessin par rapport à la lumière n'a pas lieu d'être. La programmation souligne donc l'intérêt des institutions pour l'œuvre dessinée, ce qui ne rend que plus criant les lacunes dans leur collection. En 2013, le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition à 33 dessins muraux en noir et blanc de Sol Lewitt. Et ces 33 dessins ont été réalisés sur 2 mois par une équipe de plus de 80 dessinateurs, soit des assistants professionnels de l'atelier de Sol Lewitt, soit des jeunes artistes et étudiants lorrains. Cette exposition, qui date de 2013, alors que la dernière acquisition du Centre Pompidou date de 1991 pour cet artiste. L'autre exposition qui se déroulait au même moment au Centre de Metz appartenait elle aussi au domaine élargi du dessin. Une brève histoire des lignes. Conçue à partir de la collection parisienne et du livre de Tim Ingold, elle dressait un panorama des pratiques du XXe siècle utilisant le tracé. L'exposition de William Kentridge au Jeu de Paume en 2010 n'a pas non plus donné l'occasion au Centre Pompidou de combler ses lacunes. Artiste pourtant connu pour sa production foisonnante, vidéos, installations, dessins, sculptures en carton, performances, mise en scène d'opéra, etc., son travail aurait certainement pu satisfaire les critères des politiques d'acquisition au Centre Pompidou. Il se peut que la présence d'une installation vidéo de l'artiste dans l'exposition Afrique Capitale à la Villette change la donne. Enfin, la collection Antoine de Galbert à la Maison Rouge propose régulièrement, mais plus pour longtemps, des expositions contenant du dessin. Le collectionneur affectionne particulièrement l'art brut et possède 400 à 500 dessins dans sa collection. Pour lui, le dessin, c'est le Lascaux de l'art. L'exposition la plus novatrice d'entre elles a été sans doute celle de Jérôme Zonder, Fatoum, en 2015. Première exposition monographique de l'artiste, celui-ci a en fait transformé l'espace d'exposition en un labyrinthe dessiné, du sol au plafond, créant des univers et des atmosphères très contrastées les unes aux autres, et où le visiteur était en fait immergé dans l'œuvre de Zonder. Le dessin n'est alors plus accroché au mur, il est le mur, il est l'environnement, le dispositif, il est hyperdrawing. L'équipe dirigeante du salon Drawing Now s'est tellement intéressée à la question du dessin hors feuille qu'elle a décidé de créer le Drawing Hotel il y a 3 mois à Paris, où chaque étage de l'hôtel a été investi par un artiste. Vous voyez ici l'étage investi par Ben Chama. Il est intéressant de voir que l'hôtel possède son propre Drawing Lab, premier centre d'art dédié au dessin contemporain hors feuille en France. Il a inauguré son espace avec l'exposition de Keita Mori, artiste qui dessine en tissant des fils sur les murs et dans l'espace. Ainsi, la France rejoint les autres pays qui comptent un centre d'art du dessin, dédié au dessin, d'envergure internationale. On y retrouve les États-Unis avec le Drawing Center à New York, le Royaume-Uni avec le Drawing Room à Londres et le Center for Recent Drawing, et les Pays-Bas avec le Drawing Center de Diepenheim. Et l'ouverture de ce Drawing Lab à Paris va sans doute faire évoluer la considération du dessin contemporain au niveau national. Je vous remercie.